J'ai fait une dépression de 2020 jusqu'en 2022. J'ai fait une très grande dépression et c'était vraiment un sujet que je ne pouvais pas aborder avec ma famille. Je restais toujours dans ma chambre, je me mettais à pleurer. Personne ne sait ce que je vis. Quand je sors, pour tout le monde, tout va bien, mais je vivais vraiment très mal parce que j'avais également des problèmes de famille. C'était vraiment très compliqué et la dépression, c'est vraiment une maladie. Moi, c'est Dietti Soumano, je suis étudiante et également auteure d'un tout nouveau recueil de poèmes intitulé Les mots du cœur, bientôt disponible sur Amazon, et également auteur du recueil de poèmes Lueur d'espoir et de Brûlure de l'âme qui sont disponibles aussi sur Amazon. Parle-moi de ton parcours. Alors pour mon parcours, je parlerai de mon parcours en tant qu'écrivaine. J'ai commencé à écrire mes tout premiers poèmes à l'âge de 14 ans, mais bien avant cela, j'ai toujours été une fille qui aime beaucoup écrire. Je me rappelle, j'envoyais toujours des lettres à mes grands-parents. Mon tout premier poème, je l'ai écrit au décès de mon grand-père, avec qui j'étais très proche. C'était plus qu'un grand-père pour moi, c'était un père. Et à chaque fois que j'écrivais, il me disait « t'as un don ». Il m'encourageait énormément, il lisait mes poèmes, il les faisait lire également à son tour à son ami, qui est lui aussi auteur, qui appréciait énormément mes poèmes. Et dès que mon grand-père il est décédé, il m'a pris sous son aile, il m'a amené faire des auditions. Et grâce à cela, et à une grande sœur que j'ai rencontrée dans un groupe, où il y a également beaucoup d'auteurs. Elle m'a passé le contact du directeur de l'Harmattan Mali. C'est justement là-bas que mon premier livre est paru, Lueur d'espoir, en fin 2018. Puis après, je suis venue ici poursuivre mes études. Et également, mon roman, qui est paru en 2021, a été également édité chez l'Harmattan Mali. Okay. Tu parlais de ton grand-père, bon, paix à son âme. Oui. Le fait qu'il t'a encouragé, ça t'a vraiment boosté à aller vers l'avant dans tes projets. Je veux savoir ça. Oui, effectivement, il était vraiment cet élément déclencheur pour moi. Avec lui, je ne pouvais pas baisser les bras. Il fallait toujours que je me relève, coûte que coûte, que j'aille chercher mon rêve et que je fasse tout pour les réaliser. Et j'ai toujours été une fille qui est toujours dans son coin. Et lui, il était vraiment, comment dire, il arrivait à toucher mon âme, il arrivait à comprendre ce que je n'arrivais pas à dire, ce que je n'arrivais pas à expliquer. Il me comprenait sans que j'ai à parler. Et dès qu'il est décédé, je me suis encore plus renfermée dans la poésie. Je me rappelle, ma maman elle me disait toujours « tu vas devenir folle » parce que j'écrivais tout le temps. Je me levais très tard dans la nuit, je me mettais à écrire, je me mettais à pleurer pour un tout et pour un rien. D'ailleurs, je sais pas, j'ai toujours été une fille qui pleurait beaucoup. Et moi-même, personnellement, j'ai jamais compris pourquoi je pleurais. Mais avec du recul et surtout avec mon arrivée ici, habitant toute seule, dans une ville où je connais personne, où il n'y a personne, j'ai fait des rencontres, il s'est passé beaucoup de choses et ce qui a encore plus amené au fait que j'ai fait une dépression de 2020 jusqu'en 2022. J'ai fait une très grande dépression et c'était vraiment un sujet que je ne pouvais pas aborder avec ma famille. Je restais toujours dans ma chambre, je me mettais à pleurer. Personne ne sait ce que je vis. Quand je sors, pour tout le monde, tout va bien, mais je vivais vraiment très mal parce que j'avais également des problèmes de famille. C'était vraiment très compliqué et la dépression, c'est vraiment une maladie. Et c'est ce qui m'a surtout amené à sortir le livre Brûlure de l'âme, parce que à travers également ma dépression, j'ai eu des peines de cœur et du coup je sens qu'à travers Brûlure de l'âme également, beaucoup de filles s'y retrouveront parce que c'est un livre qui parle d'une fille qui rencontre quelqu'un qu'elle aime énormément et tout va bien, tout va mal. Et voilà, le livre parle des aléas de la vie amoureuse, quoi.
Vraiment très pertinent ton histoire. Je veux savoir, ça t'a pris combien de temps pour sortir de la dépression? Franchement, sortir de la dépression, personnellement, je trouve qu'on n'en sort pas. On essaie, on n'en guérit pas. On essaie quand même d'avancer. En tout cas, je parle personnellement, il y a des gens qui disent qu'ils ont guéri, mais moi je trouve que j'ai pas forcément guéri, mais j'essaie, en tout cas malgré ma dépression, d'avancer. Parce qu'en plus d'avoir été dépressive, cette dépression a également enclenché beaucoup de choses chez moi. J'ai des éléments qui jusqu'au jour d'aujourd'hui me perturbent, mais ce qui est sûr, c'est que je ne me laisse pas aller. Et surtout, ce que je me permets de donner comme conseil aux gens qui font de la dépression ou qui vivent même des situations difficiles sans forcément être dépressifs, c'est vraiment, même si c'est dur, c'est de se relever, et pas seulement d'essayer de se relever, surtout de s'entourer de personnes positives. Parce que quand tu es entouré de personnes positives, ces personnes essaient de te relever. Et ces personnes, quand ils sont bienveillants envers toi, ils voient en toi ce que toi tu ne vois pas. Ils croient en toi alors que toi-même tu n'arrives plus à croire en toi, et c'est ce qui m'est arrivé. Alhamdoulilah, j'ai été entourée de personnes vraiment très très positives, et surtout une personne en particulier qui a vraiment été d'un énorme soutien pour moi, qui a été là dans chaque phase de ma vie, qui est restée malgré mes crises, malgré tout. Elle aurait pu partir, mais cette personne est restée. Et au cas où elle tomberait par ici, c'est toujours dans mon cœur, sans rasseoir, mais bref, c'est pas le sujet. Et en tout cas, entre vous, des personnes positives, parce que cette personne, pour moi, elle a cru en moi. Je me rappelle, elle me disait toujours, Djeti, je crois en toi. Djeti, tu ne vois pas le potentiel que moi, je vois en toi. Tu peux faire tout ça. Et même quand j'ai commencé à écrire ce recueil de poèmes, j'écrivais, mais pour moi, il n'était pas question de l'éditer, parce que le fait d'avoir été dépressive, ce qui fait que je laisse toujours traîner les trucs. Je ne me bouge pas. Souvent, je préfère rester dans ma zone de confort. Et cette personne me booste énormément. Il me dit, lève-toi, Djeti, fais ci, fais ça, continue à écrire. Tu aimes écrire, écris. Tu as un brillant avenir, ne t'assois pas comme ça, tu es intelligente. Et au jour d'aujourd'hui, même si je suis sûre de ne pas assez voir tout ce que cette personne voit en moi, j'essaie quand même de voir, et j'essaie d'avancer. Et surtout, on le fait pour soi. Parce qu'il est hors de question de se tuer ou... Mais la vie mérite d'être vécue, vraiment. Trouver des trucs qui vous boosteraient. Moi, je vais à la salle, essayer de guérir, essayer d'avancer. C'est propre à tout un chacun. C'est à toi de te lever et vraiment de trouver ce truc. Franchement, ton histoire est très intéressante. Tu parlais de l'entourage, mais est-ce que c'est facile de s'entourer de personnes positives? Parce que tu vois, il y a parfois des personnes négatives, on va dire, qui sont toxiques, qui nuisent à notre bien-être. Est-ce que c'est vraiment facile? Parce que je trouve qu'on ne cherche pas ces gens. Ces gens sont soit là, toi tu ne vois pas, ou soit ces gens rentrent dans ta vie. Même si tu essaies de les repousser, de montrer le contraire, ils verront que si. Ces personnes, je trouve qu'on les cherche pas, vraiment. On les cherche parce que tu peux essayer de trouver des gens, mais est-ce que tout le monde peut voir réellement ce que toi tu as au fond? Personne. C'est vraiment quelqu'un. Il y a des gens, tu rencontres aujourd'hui, cette personne t'aime immédiatement. Et quand on aime quelqu'un, on essaie d'être là pour la personne. Et si tu trouves cette personne qui t'aime, cette personne, je suis sûre que cette personne verra en toi que tu es mal, même si tu dis que tu es bien. Du coup, ne les cherchez pas, ces personnes. Ces personnes sont soit là ou ils ne sont pas là. Mais en tout cas, ne comptez pas uniquement que sur les gens, parce que les gens, ça part, ça vient. Ne comptez pas que sur les gens. Cherchez vous aussi ce truc qui vous booste. Ça peut être sortir, essayer de marcher, écouter de la musique, lire des poèmes,
où toi aussi tu peux commencer à écrire, même si ça ne ressemble pas forcément à des poèmes. Je pense que tu peux essayer d'écrire ce que tu ressens, ce que tu aurais aimé dire à tel, ce que tu aurais aimé ne pas dire, aller à la salle, ou même tes amis qui peut-être ne voient pas que tu es mal, tu les appelles. Ah, ça vous dit qu'on sorte, on aille faire ceci, on aille faire cela. Il faut vraiment essayer de se booster. Moi, je pense que la vie, on peut la vivre même étant toute seule. C'est pas facile, mais je pense qu'on peut la vivre toute seule. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu parles de solitude, parfois la solitude, des fois, parfois ça peut être déprimant, mais d'un côté aussi, c'est un moyen aussi d'apprendre à se connaître, parce que parfois, on a besoin d'un moment de solitude pour se connaître. Après, je sais pas si... Effectivement, au fait, la solitude est un couteau à double tranchant. Et si je dis c'est un couteau à double tranchant, ça peut être bien, tout comme ça peut être mauvais. Et tout le monde n'est pas... tout le monde ne peut pas vivre dans la solitude. C'est pas fait pour tout le monde. Moi, personnellement, je ne suis pas une personne solitaire. Si, souvent, j'aime rester dans mon coin, ne parler à personne. On a tous ces phases où souvent on veut juste être seul et tout. Mais je pense que la solitude, il faut la vivre, mais il ne faut pas rester vraiment dedans, refuser de sortir. Par exemple, souvent, tu te lèves, tu te dis « Ah ben voilà, je vais aller faire du shopping », tu sors. Reste pas chez toi. Parce que déjà, quand tu vis seul, c'est vraiment pas facile. Même quand on vit en famille, on peut être un peu déprimé. Hein. Moi, je dirais au jour d'aujourd'hui, le fait que j'ai souligné le fait que depuis petite, je pleurais énormément sans savoir ce que j'avais. J'arrivais pas à dire ce que je ressentais, mais je sentais ce vide, ce mal en moi. Je pense que j'avais un mal-être dont j'étais pas consciente. Et surtout que je déprimais, quoi, même si j'habitais en famille. Mais c'était... Voilà, du coup, je pense que la solitude, tu peux la vivre, mais ne t'y attarde pas. Parfois, c'est pas l'entourage qui nous empêche d'exprimer nos émotions, pardon, selon toi. Parce que des fois, on nous apprend pas à exprimer nos émotions. Des fois, il faut vraiment les garder pour nous. Et à un moment donné, quand on les garde pour nous, des fois, c'est étouffant. Donne ton avis sur ça. Est-ce que parfois, c'est pas l'entourage ou nos proches qui nous empêchent d'exprimer nos émotions? Moi, je dirais que c'est l'entourage. Parce qu'il y a des gens, quel que soit, tu ne peux pas les empêcher de dire ce qu'ils ne ressentent pas. Hein. Il y a des gens qui s'en cachent. Mais après, moi, je pense aussi que tout dépend de comment tu as vécu ton enfance et tout. Parce que tout part de là. Il y a des gens qui ne sont pas expressifs, qui savent pas dire ce qu'ils ressentent ou ce qui leur font mal. C'est parce que depuis à bas âge, on ne les écoute pas. Les parents ne les écoutent pas. Les parents ne sont pas à l'écoute, ou quand ils veulent essayer de dire quelque chose, les parents ils comprennent pas forcément. Du coup, je pense que c'est ceux qui déclenchent tout ça. Du coup, quand ils vont grandir, ils n'arriveront pas en fait spécialement à dire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent, ou ils sont peut-être entourés des gens. Dès qu'ils essaient de dire quelque chose, ces personnes, la personne voit en fait que la personne à qui il ou elle essaie de communiquer n'est pas attentif ou s'en fout en fait. Du coup, tout ça, ça bloque. Et voilà. Est-ce que c'est pas par rapport à les parents, c'est pas par rapport à leur éducation qu'ils ont eue auparavant, parce que des fois il y a des parents, ils reproduisent ce qu'ils ont eu dès leur enfance. Est-ce que c'est peut-être pas dû à ça? Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Et surtout le fait que nos parents ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, parce que pour eux c'est normal, ils ont vécu ça. Sinon, au moment où tu te rends compte que ce que tu es en train de faire, c'est blessant, c'est pas bien, ça peut créer des problèmes à ton enfant plus tard, tu essaies de changer ça. Tu essaies de changer ça, quoi. C'est comme nous, avec notre nouvelle génération, on se rend compte forcément de tous les trucs que nos parents font, et on se dit, moi je commettrai pas, je ferai pas ces erreurs avec mes enfants. Je ferai ci avec mon enfant, je ferai pas ça avec mon enfant. Du coup, voilà, c'est comme ça que ça vient. C'est pour ça que c'est important de prendre conscience de tout ça, parce que tout ce qu'on a vécu,
on est censé prendre conscience, on se dit, bon, on ne va pas reproduire les schémas de nos parents. Exactement. Donc, on doit être une personne comment je pense ça, une personne qui doit vraiment prendre conscience, dire, bon, mes parents, ils ont pas su m'apprendre à exprimer mes émotions. Moi, si j'ai des enfants, je dois faire en sorte les laisser exprimer leurs émotions. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Tu peux me parler de ton recueil que tu as sorti, Les mots du cœur? Oui, bien sûr. Ça parle de quoi? Alors, j'ai intitulé le recueil de poèmes Les mots du cœur parce que ça parle vraiment des blessures de l'âme, de l'abandon et surtout des pertes quand il y a un décès. Parce que moi, dans les livres, je parle du décès de mon grand-père, ce que ça m'a créé, et surtout de la perte de toutes les personnes que j'ai perdues, mais qui sont encore vivants, mais qui font plus malheureusement partie de ma vie. Du coup, ces poèmes, ce sont des échos de douleur, d'amour et de silence. Ils sont nés d'un cœur qui veut partager ses cris, d'une âme qui, malgré les blessures, cherche toujours sa lumière. Chaque mot est une confession dont j'espère que tout un chacun trouvera les mots à ce qu'ils ressentent, parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent mais qui n'arrivent pas à s'exprimer, ou qui ils se disent « Ah, mais cette personne m'a fait ça », mais qui n'arrivent pas à trouver les mots exacts pour expliquer cela. Et moi, à travers mon recueil de poèmes, j'espère vraiment que chacun le lira et ressentira chaque poème comme si c'est vraiment eux qui ont sorti le livre, quoi, comme si c'est leurs propres mots. C'est pour ça que j'ai vraiment fait ce mini-format, pour que ça soit également intime, et chaque page est en cette couleur, parce que je veux vraiment que mes lecteurs sentent ce truc d'intimité, comme une sorte de confession entre eux et moi, des trucs partagés en commun. On est amis, quoi. Du coup, voilà, j'ai voulu que à travers ces vers, que ça soit pas non seulement les miens, mais pour nous tous. Mais dans ton recueil, est-ce que tu parles de résilience? Je pense que, à mon avis, la résilience aussi, ça fait partie aussi de ton recueil, si je me trompe pas. De la résilience, non, je dirais non, parce que les poèmes, au moment où je les écrivais, j'étais toujours attachée. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que je suis toujours encore attachée, juste ça fait moins mal, mais c'est encore là, les blessures sont encore baignantes. Et du coup, voilà, en tout cas, ça parle vraiment de perte, et surtout d'espoirs qui n'ont pas été assouvis, des promesses qui ont été avortées, et de déception, quoi, de déception. Et il y a surtout un poème aussi en particulier que j'ai tenu à écrire pour parler de la situation des mariages forcés qui se passent en Afrique. Nous, les femmes, on est comme des prisonnières. On nous refuse le choix de choisir, et c'est très courant actuellement. Et voilà, il y a également ce sujet que j'aborde, en plus de la douleur de la perte et des nombreuses déceptions. Il y a un petit extrait que je tenais à lire, c'est à l'arrière du livre. Mais je tenais j'aimerais bien le dire au cas où, pour encore plus inciter tes gens quand ils vont regarder la vidéo. Et quand mon cœur a commencé à se briser, j'ai alors cherché les mots pour décrire cette douleur, des mots sur des fracas intérieurs, le bruit sourd de mon âme qui se fend, des mots sur une souffrance qu'on ne peut expliquer, des mots sur ce qui m'échappe, un écho, une clameur dans la nuit. Alors, des mots sur les mots que tu m'as laissés. C'est un jeu de mots. Les mots que vous connaissez, puis les mots, le mal en pluriel. Du coup, des mots sur les mots que ces personnes, ces êtres chers m'ont laissés. Nous ont laissés. Ce sera quoi pour le mot pour la fin? À tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui m'écoutent,
Sachez que la vie n'est pas du tout facile et que voilà, faut pas se laisser faire. Et même quand on croit qu'on ne s'en sortira pas, il faut savoir qu'on s'en sort toujours. On ne meurt jamais, à part que toi-même tu te tues, hein, mais on ne meurt jamais. Et tant qu'on vit, faut essayer d'avancer, c'est pas facile. Et encore, je le répète, entourez-vous de personnes positives, de ces gens qui croient en vous plus que vous ne croyez en vous-même. Et voilà. Et avancez, aimez la vie, aimez-vous, c'est important.